Je crois que la notion de confiance mérite, à mon avis, d'être un peu disséquée, et je crois que les acteurs anticipent un peu le coup d'après. Tous les acteurs anticipent le coup d'après, c'est-à-dire la préélection. Donc en disant quel est le meilleur positionnement aujourd'hui, quel est le meilleur positionnement aujourd'hui dans cette négociation autour de la clôture du processus transitionnel et l'ouverture de ce temps électoral. Je crois que la confiance n'est pas seulement une confiance autour de comment clôturer. La confiance aussi, ou la défiance, c'est aussi comment mieux se positionner pour l'après. C'est tout simple. La Troïka dit nous avons un bilan mitigé, mais au moins sur la chose politique, on a bien fait. On a bien fait, c'est-à-dire nous avons rempli le contrat, nous avons une ISI, nous avons une loi électorale, nous avons un consensus autour d'un texte, jugé de la sorte à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Voilà, Nous avons même mené une politique socio-économique qui fait que, oui, on a payé pour la Constitution. Oui, on a payé une politique économique et sociale pour avoir ce texte-là. Et une fois qu'on a, à mon avis, apaisé la question de la référence, c'est-à-dire les Tunisiens disent nous sommes les Tunisiens et nous avons un texte commun qu'on a élaboré en commun, c'est une démarche quasi contraire à ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire le temps qu'on a passé à élaborer cette constitution, c'est le temps aussi qu'on a passé à apaiser la question de la référence. C'est un bilan quand même assez intéressant pour la Troïka. Et d'autre côté, vous avez des gens qui disent vous avez mal négocié ce processus transitionnel et aujourd'hui vous devez partir en laissant la place à un gouvernement qui doit clôturer et inaugurer. Clôturer ce temps-là et inaugurer le temps à venir. Et donc vous avez là des gens qui commencent à anticiper la question du bilan. Et quand on anticipe la question du bilan, bien sûr, on anticipe la question de la meilleure des positions pour mener les élections à venir. Et c'est une anticipation aussi sur la présence ou pas au sein des institutions du pouvoir pour l'après. Regardez ce qui se passe, par exemple, par rapport à la prérogative entre présidents, c'est des présidents du gouvernement, président de la République. Vous avez un débat très contaminé par le déploiement institutionnel actuel. Et quand vous entendez un peu les experts, ils disent que vous êtes en train de mettre des petites mines constitutionnelles pour régler un peu le consensus autour d'acteurs présents aujourd'hui, mais qui seraient demain amenés à disparaître. Et donc ce qui va rester finalement, c'est un peu ces mines constitutionnelles qui, dans le cas de conflit, vont apparaître des failles autour des prérogatives de l'un et de l'autre. Donc moi je pense que la question de confiance, ce n'est pas une question psychologique, hein. C'est une question très stratégique autour de quelle est notre position aujourd'hui, quelle serait notre position demain. Un des dangers qui guette le processus, c'est justement la lassitude, la fatigue. C'est un processus qui commence vraiment à être fatigué et fatigant, hein, pour la population, même pour les acteurs eux-mêmes. Le processus mérite d'être simplifié. Et alors, la simplification, d'où proviendrait la simplification? Aujourd'hui, par exemple, les acteurs disent que nous avons deux bornes. La première borne, c'est conserver l'Assemblée nationale constituante en donnant un agenda à cette Assemblée. Et deuxième borne, c'est que nous avons besoin de négocier les élections par un gouvernement d'indépendants, de compétences nationales, indépendant et dirigé par une personnalité indépendante. Grosso modo, voilà les deux bornes. Et les gens aujourd'hui essayent un peu d'ordonnancer un peu les processus entre ces deux bornes. Et quand vous regardez vraiment à l'intérieur, vous vous dites qu'est-ce qui empêche les acteurs de justement s'accorder sur la manière d'agencer le passage de cette première borne à cette deuxième borne. Alors que les choses, à mon avis, sont très simples. Et un mot qui émerge, c'est l'absence de confiance. Et un mot qui émerge, c'est aussi l'absence de garantie. Garantie pour l'opposition, par exemple, que si on reste sur ce qu'a proposé le gouvernement, ou la Troïka, la Troïka a proposé de dire nous allons subdiviser ce temps-là en deux grandes phases. Une phase où on termine un peu les grandes missions
de l'Assemblée nationale, à savoir l'élection de Lizy, la clôture de la Constitution, la loi électorale. Certains rajoutent un peu la loi sur la justice transitionnelle. Et par la suite, passer la main, presque en concomitance, à un gouvernement qui sera un gouvernement chargé de diriger le pays pendant ce temps-là, où on assigne un peu les atmosphères, où on fait aussi des choses pour que les gens soient rassurés concernant la transparence et la neutralité des élections prochaines. Et un des grands dispositifs pour assurer cela, c'est le gouvernement des compétences. Et en même temps, vous avez une opposition qui dit, si je vous laisse faire jusqu'à la fin de cette étape, vous allez par la suite vous plaire et vous allez par la suite, une fois que vous êtes assuré de ces missions de la Constitution, vous pouvez donc prendre votre temps parce que vous serez indélogeable. Et en même temps, vous avez une troïka qui dit il nous reste à peu près quelques petites semaines pour clôturer tout cela. Et nous aussi, nous demandons des garanties. Est-ce que si vraiment on lâche prise aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit que la Constitution doit aller jusqu'au bout de ces missions-là? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui, vous, de déserter encore une fois entre l'Assemblée nationale, ce qui va mettre en péril tout le processus de transition? Donc vous avez, à mon avis, aujourd'hui, un territoire dont le périmètre est tracé, mais où les acteurs peinent par la suite à agencer un peu leur démarche collective. Donc ça, c'est une manière de voir les choses. La première manière de simplifier le processus, c'est de s'accorder un peu sur les garanties entre les différents partenaires. Ils font le boulot, ils échangent des transactions autour des garanties. Et c'est quelque chose qu'on tient à la portée. Après, moi, à mon avis, on peut inscrire ça dans un apaisement plus global, dans un débat plus global. Mais la machine, aujourd'hui, c'est terrible, quoi. Quand vous voyez un peu les acteurs, les uns sont rentrés sous le toit du gouvernement de compétence nationale, les autres sont rentrés sous le toit de la préservation de la RC. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste, à mon avis, des transactions concernant les garanties pour aller de là à là, et avec un calendrier, un agenda très clair, et des garanties, que ce soit des garanties par la loi ou des garanties politiques, c'est des engagements devant tout le pays, ou bien aussi des engagements internationaux, des garanties internationales. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est à la portée de la main. Après, à mon avis, s'ils ne font pas le boulot, il y aurait nécessairement un autre dispositif de transaction avec un scénario, on n'est pas à l'abri de ce scénario, c'est que le chaos s'immisce entre les deux possibilités de transaction. On n'est pas à l'abri, hein, parce que vraiment, regardez ce qui se passe dans le sud de l'Algérie, le Mali, la Libye, l'Égypte, la Syrie. S'il y a une guerre, par exemple, des frappes en Syrie, ça va complètement encore complexifier la donne régionale. Je crois que les acteurs politiques, je vous assure, c'est pas de la romance. Ils n'intègrent absolument pas la dimension géopolitique dans la politique locale. L'acteur ou la notion géopolitique aujourd'hui carrément absente des postures et des positions. Ce qui fait pression aussi sur les acteurs, c'est l'idée que les grandes strates peuvent s'accorder sur les dos des petites strates. Je crois que je me fais comprendre. Ça veut dire que les grandes familles peuvent à un moment donné, je reviens à la simplification, à un moment donné, quand il y a chamaillement et cacophonie entre les petits acteurs, je crois que les grands acteurs vont dire « Oh, ça devient très compliqué votre histoire. » Donc, on va installer d'autres types de transactions. C'est par exemple le cas de la rencontre des Ah oui, j'en doute pas. Pour moi, c'est quelque chose de très significatif. C'est-à-dire, et ça c'est un peu dangereux pour les acteurs. Et heureusement que le débordement vient par là, parce que quand tout acteur est débordé, et ces gens-là qui négocient aujourd'hui, sous l'égide de l'UGTT et du TICA, aujourd'hui oublient qu'ils peuvent être en tant qu'acteurs débordés. Ils peuvent être débordés par le bas, l'impatience,
par la rue, ils peuvent être aussi débordés par d'autres types d'accords qui sont, à mon avis, favorisés, permis par d'autres instances, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Ça veut dire que finalement, donc, ça a créé complètement une atmosphère qui fait que les deux extrêmes se sont rencontrés. Alors pour des acteurs qui ont moins d'adversité, au nom de quoi ils ne se rencontreraient pas. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Je ne suis pas avec l'idée pour ou contre, mais je dis que pour les acteurs, et on rencontre ces acteurs, on vit avec ces acteurs, ils doivent avoir toujours le souci, est-ce que le monde entre leurs mains s'épanouit ou est-il en train de leur échapper? Et avec beaucoup de possibilités, de débordements. Je parle de la rue, mais c'est quelque chose qui a été momentanément anesthésié par la violence politique en Tunisie et par les transformations, à mon avis, dramatiques dans le monde arabo-musulman. Mais en même temps, une possibilité aussi d'autres types de transactions qui font pression un peu sur les acteurs. À mon avis, pour le pire et pour le meilleur, pour les acteurs, ça c'est clair. Parce que qu'est-ce qui s'échafaudait avant? Ce qui s'échafaudait avant, c'est que le monde de l'opposition, y compris l'opposition laïque et islamiste, disait avancer en tant que monde de substitution par rapport à l'ancien monde. Ils se sont redéployés de telle manière qu'à un moment donné, une partie du monde de l'opposition fasse alliance avec l'ancien monde pour contrer une partie du monde de l'opposition. Ça, c'est sur leur engineering. Franchement, on s'en fout. C'est la responsabilité des acteurs. Et qu'aujourd'hui, presque par miroir, c'est la même réponse. Mais le résultat global, c'est quoi le résultat global? C'est que la transition aura un autre visage. C'est la composition, pas au sein du monde de l'opposition, mais la composition entre l'opposition ou une partie de ce monde-là avec l'ancien. Un nouveau monde, c'est le monde de la composition avec l'ancien régime. Mais c'est ce que je disais aujourd'hui, parce que c'est ce que je disais. On était dans une composition justement alter, ça veut dire un autre monde. Et le fait d'évolution à l'intérieur du pays, d'évolution à l'extérieur du pays, on fait que nous ne sommes pas dans une composition alter. Nous sommes dans une composition, d'ailleurs que d'autres transitions ont vécu, il ne faut pas aussi dramatiser, où la transition est négociée. Mais le territoire de la négociation, commence à changer. Alors, si on va vers cette négociation, si on va vers ce type de négociation, il faut surtout à ce qu'il y ait 3 entités, pas 2. Bien sûr, les sociodémocrates. Bien sûr, je crois que vraiment on va encore se torpiller si on est dans un couple quasi incestuel. Non, il faut savoir, ou bien accélérer le processus entre les mains, ou bien dire je vais en découdre. De 2 manières d'ailleurs, par des manifs ou par un référendum, ou bien dire ok, maintenant on va vraiment donc élargir ou rétrécir, je ne sais pas, donc la géométrie des transactions pour pouvoir rentrer, parce que nous y sommes contraints par l'évolution régionale, par les instances financières internationales, par les voisins, pour dire que finalement, la Tunisie aujourd'hui peut s'en sortir avec un autre type de transaction. La question qui se pose aujourd'hui pour le GTT, c'est une question à mon avis d'ailleurs très, très vivace, et l'institution risque de se cliver sur ce type de questions. Devant ce qui ressemble aujourd'hui à l'empêtrement, entre parenthèses, du processus, devons-nous rester médiateurs et proposer une solution intégrative qui fasse pression sur les différents partenaires? Et je crois qu'il y a une frange qui code dans ce sens,
et une autre frange qui dit « Ah, on va vraiment donc reculer, juger, et par la suite prendre position pour tel ou tel parti. » Il y a aussi des gens au sein du GTT qui réfléchissent de la sorte. Peu importe est-ce qu'ils instrumentalisent ou pas le GTT, non. C'est-à-dire, et tous les deux ont une lecture de ce qu'est l'engagement politique du GTT dans ce temps. Tous les deux. S'engager et faire pression à partir d'une solution intégrative, parce que nous avons fait notre enquête, je crois que la APES a fait plus de 34 réunions. Finalement, c'est pas seulement sa position personnelle ou sa posture psychologique ou finalement ses choix intellectuels, non, pas du tout. C'est qu'il est aujourd'hui à la tête d'une GTT, comme Ranouch est à la tête des NADRA. Et quand on est vraiment dans ces positions, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Je crois que finalement on est sur des strates, sur des volcans, sur des institutions, dans une époque, dans une atmosphère. Et finalement, on se dit, voilà, quelle est la meilleure des positions. La mort dans l'âme, hein, parfois, hein, quand on s'appelle Rachid Ranouch, la mort dans l'âme, on doit faire ceci, la mort dans l'âme, on doit faire cela. Aussi, quand on n'aime pas les Nahdawi, on n'aime pas, je ne sais pas, leur comportement, leur style, leur manière de se vêtir, on s'en fout. C'est vraiment, je suis dans une position où je dois prendre des choix qui sont cruciaux pour l'UGTT, pour le syndicat et pour le pays. Donc, oui, on pourrait dire que finalement, ses intentions ne sont pas clean, ne sont pas claires, mais c'est oublier aussi la force du contexte. Et le contexte aujourd'hui oblige l'UGTT à se produire d'une manière intelligente, c'est-à-dire prendre position dans le champ politique, tout en conservant la possibilité donc, de rester quand même un syndicat. Et vous voyez très bien qu'aujourd'hui, à force de faire de la politique, le syndicat n'a absolument pas fait de grève, ou presque. Quoi. Du coup, ouais, je dis, gardons-le dans la négociation, ça nous donne du temps. Gardons-le, il vient, on l'occupe avec 34 réunions, donc il nous faut encore une centaine. Je réponds très clairement à votre question. C'est quelqu'un, entre parenthèses, qui a eu des paroles, qui a eu des antécédents, et il peut aussi, donc, par exemple, raconter son histoire par rapport à ses paroles, par rapport à ses positions. Il y a aussi son histoire à lui, comment justifier ses positions et ses postures par rapport aux ordures versées devant les locaux, par rapport au 4 décembre, etc. Mais en même temps, il sait très bien aujourd'hui qu'il joue gros par rapport à l'UGTT. En même temps, il veut vraiment un examen de passage pour l'après, parce que c'est très intéressant pour l'UGTT de dire que finalement, nous avons eu notre rôle politique national dans ce temps de transition et d'incertitude, et nous avons occupé une position qui a fait que l'accord y a eu. Et ça va positionner, à mon avis, autrement l'UGTT pour l'après. Et soyons clairs, ce n'est absolument pas une bonne nouvelle peut-être pour la démocratie, mais c'est absolument pas une bonne nouvelle pour l'UTK. Pour l'après. Donc voilà, c'est aussi ces questions aujourd'hui. Je crois que l'UTK sont très contents d'occuper un peu cette place, la place de médiateur, mais en même temps ils sont surcodés un peu par l'UGTT parce que c'est la première fois qu'ils quittent un rôle classique pour, à mon avis, donc, déborder sur le champ politique, et ils le font à côté du GTT qui est expert un peu dans cette navigation entre les frontières ou au-delà des frontières. Mais après, on va voir ce que ça va donner. Donc, à nous de dire qu'est-ce qu'on prend aujourd'hui, qu'est-ce qu'on préserve pour demain. Et à votre question, je dis aujourd'hui, c'est parce que justement, donc, il y a un grand débat, et un débat, à mon avis, profond. Quel est notre rôle dans ce temps et comment le garder, comment le traduire et comment ne pas le trahir. Avec, comme d'habitude, vous avez des acteurs qui malmène un peu cette question profonde « je suis, mais je dois me produire parce que le temps m'y oblige », avec, au lieu que ce soit une traduction, que ce soit une trahison, ou peut-être pire que la trahison, la tricherie. Quand vous répondez à la question « quel est le rôle de l'UGTT aujourd'hui dans ce temps hautement politique » et que vous répondez à partir du prisme d'une composante politique de l'UGTT, vous êtes en train de tricher. Quand vous dites comme l'Abbasi, c'est un rôle auquel m'oblige le pays, l'histoire du syndicat, et je dois l'occuper sans me substituer aux autres partis, vous êtes dans la traduction. Donc ce sont, à mon avis, deux postures complètement différentes. Quand un imam dit, pour prendre les choses dans des endroits différents, quand il fait son prêche, donc en s'autorisant une parole publique et politique, parce que le temps est politique et public, et il le dit tout en conservant sa place.
Et il le dit sans se substituer aux autres. Et il le dit sans délégitimer les politiques. C'est une bonne pression sur le champ politique. Vous voyez, parce que le temps aussi oblige un peu à ces voyages hors champ. Mais à condition que ce soit dans la discipline, dans la maîtrise, dans la traduction.